Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux assis devant vos écrans à suivre votre rendez-vous dominical portrait qui reçoit sur son plateau Madame Inès Nefer Ingani Vumbu Yalo. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Comment vous vous sentez? Oh ça va, tout va bien, merci. Surtout que c'est le mois de la femme, alors on a plusieurs activités dédiées à la femme. Vous êtes donc prête pour commencer cette émission? Oui, il n'y a pas de souci. Madame Inès Nefer Ingani Vumbu Yalo sur le plateau de l'émission Portrait. Un nom et un visage qui vous sont nul doute familiers. Mais qui est-elle réellement et que fait-elle dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueuse Aline France Etokabeka et c'est tout de suite. Native de Brazzaville, au physique sculptural, trait de visage distinctif et bien reconnaissable entre mille, Inès Bertie Nefer Ingani, épouse Vumbu Yalo, conjugue beauté et responsabilité. Titulaire d'un DES, diplôme européen d'études supérieures en banque, assurance et gestion de patrimoine, notre invitée est dotée d'un parcours scolaire et académique élogieux qui en dit long sur sa détermination dans l'affirmation de soi et la hargne d'en découdre avec l'attentisme afin de se faire une place méritée dans la société et apporter sa pierre à l'édifice. Ces DES est en effet le couronnement d'un cursus débuté en Belgique à partir de 1978 par un cycle primaire et secondaire qui s'est poursuivi au Congo, sanctionné par un baccalauréat d'études professionnelles en informatique avant d'amorcer le cycle supérieur suivi tant au Congo qu'en Europe, avec à la clé une attestation en art et décoration architecturale, un brevet de technicien supérieur BTS en gestion des ressources humaines et management, une licence professionnelle en gestion des ressources humaines, option management, une certification de formation en anglais au Wall Street Institute de Paris avec option Wastage, à savoir niveau intermédiaire. Puis ce sésame de DES en banque, assurance et gestion de patrimoine. Inès Bertie Nefer Ingani Vumbu Yalo joue d'une riche expérience professionnelle débutée en 1993 par un stage à l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre, ONEMO à Brazzaville. Une étape enrichie quelques années plus tard par des postes de chargé de la logistique dans la société Core congolaise offshore, agent de contact chez France Loisirs, conseillère financière chez Bread, Banque Populaire en France, un passage à l'hôtel Le Georges V à Paris pour un stage en art et décoration intérieure. Femme politique, après avoir bénéficié de la confiance du président de la République Denis Sassou Nguesso, Inès Bertie Nefer Ingani Vumbu Yalo connaît une ascension fulgurante dès avril 2016, date à laquelle les Congolais découvrent un rayon de soleil au gouvernement Mwamba I dans les fonctions de ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Poste qu'elle occupe jusqu'en 2019 avant de revenir en 2021 jusqu'à ce jour, avec cette fois-ci l'élargissement de ses attributions, à savoir ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle.
À ce titre, elle s'affirme davantage et accomplit avec brio ses missions, s'appuyant sur des initiatives et un sens du devoir bien palpable au travers des réalisations qui changent crescendo la condition socio-économique de la femme congolaise. Au nombre de ces exploits figure en bonne place la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, loi promulguée le 4 mai 2022 et constituant un dispositif juridique permettant de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que des violences liées au veuvage et aux successions par des mesures de prévention, de protection, d'assistance, de prise en charge, ainsi que des modalités de poursuite des auteurs de ces actes. Un travail remarquable qui a valu à son initiatrice le 8 mars 2022 la distinction honorifique du président de la République, l'élevant au rang de grand officier dans l'ordre du mérite congolais au terme de l'adoption de cette loi par les deux chambres du Parlement congolais. Elle a été au plan politique, chargée de l'organisation et de la mobilisation, puis coordonnatrice nationale de la dynamique pour la Nouvelle République DNR. Superviseur de la campagne présidentielle à Brazzaville, scrutin du 20 mars 2016 pour le candidat Denis Sassou Nguesso à la DNR, organisatrice de la marche républicaine des femmes du Congo pour la paix en mars 2015 à Brazzaville, secrétaire nationale de l'OFC, Organisation des femmes du Congo, chargée de la culture, arts, sport et loisirs. Après son intégration du Parti congolais du travail PCT en 2010, Inès Berti Neferingani Vumboyalo a bénéficié des positions telles que présidente de la cellule PCT Mungali Brazzaville. Elle a par ailleurs été chef de division nationale chargée de l'électorat féminin pour le candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2021 avec un résultat plus que satisfaisant de 82,8%. Le renforcement de son engagement politique l'a conduit depuis 2020 à ce jour à des responsabilités importantes telles que présidente exécutive du secrétariat national de l'Organisation des femmes du Congo, présidente de la section PCT du quartier 43B Mungali, députée de la 2e circonscription de l'arrondissement 4 Mungali. Maîtrisant l'outil informatique, la ministre Ingani Vumboyalo assume fièrement les postures de femmes proactives, dotées d'un grand esprit managérial, très engagée, nantie d'une grande capacité de mobilisation et d'initiative. Elle s'est dit prête à relever les défis et à accomplir des missions de tout genre pour le développement du Congo. De retour sur ce plateau, Madame, vous venez donc là de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse Aline France et Tokabeka. Avez-vous un commentaire? Bien, écoutez, je crois que vous êtes des actrices de l'opinion publique. Donc, ce que vous dites, et évidemment, c'est peut-être parmi vos recherches, mais on va mieux regarder. Mais pour l'instant, je vous laisse votre liberté d'opinier pour décrire mon portrait. Madame, vous avez été reconduite au gouvernement Makosso II en qualité de ministre en charge de la promotion de la femme, avec cette fois-ci une nouvelle casquette, celle de l'économie informelle. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Lorsque le chef de l'État vous fait confiance et vous donne des responsabilités, ça peut être qu'un honneur. Et le plus important, c'est de vous battre pour justement réussir votre mission. En rapport avec vos nouvelles attributions, vous avez organisé l'an dernier les premières assises nationales de l'économie informelle au Congo du 8 au 10 mars 2023. Quelles sont les avancées à ce jour? Lorsqu'on a organisé les assises, ce qu'on appelle chez nous un peu le mbongi, pour essayer de regarder le pourquoi du comment, quelles sont les failles, le niveau où est actuellement l'économie informelle, eh bien, c'est pour nous une occasion pour rassembler les acteurs de l'économie informelle et leur demander leurs avis, ainsi que les experts. Mais les recommandations qui ont été faites, c'est-à-dire que les propositions qui émanaient des ateliers en séjour, nous a d'abord conduit vers la politique nationale sur l'économie informelle.
Et donc, à ce jour, nous sommes à la politique nationale sur l'économie informelle et ainsi que quelques avancements, on va dire, qui sont déjà au niveau du secrétariat général du gouvernement, telles que certaines lois et autres. Donc, en réalité, nous sommes encore en train de créer les conditions, de poser les bases juridiques qui vont nous permettre justement de passer à l'action et aux résultats. Regardez comment formaliser ceux qui sont encore en informel. Et pour ça, il faut justement valoriser les métiers de surface et à travers, bien entendu, des organisations fêtières que nous allons mettre en place pour mieux contrôler, maîtriser, sensibiliser et former les acteurs de l'économie informelle sur la nécessité et l'importance de se formaliser. Madame la ministre, à votre actif, vous avez la loi Mouebara qui définit les garde-fous des violences faites aux femmes. Pouvez-vous nous parler succinctement de cette loi? La loi Mouebara, en réalité, c'est une fierté nationale. C'est une loi qui a été mise en place pour viser le changement des mentalités, pour protéger la femme, pour justement aussi protéger les veuves, les jeunes filles. En tout cas, la loi Mouebara, elle est complète. Elle est complète parce qu'elle a été créée pour renforcer, on va dire, le vide juridique qu'il y a dans nos documents, notamment des documents comme le Code de procédure pénale. La loi Mouebara est une loi qui, à mon sens, est suffisamment contraignante. C'est une loi qui est une fierté nationale. C'est une loi qui condamne toutes les violences. Et c'est la première en Afrique francophone qui transforme toutes les violences en peine. Donc c'est une loi qui définit toutes les violences qui existent, les violences que d'autres ignorent, parce qu'il y a plusieurs formes de violence. On peut parler par exemple d'une violence suffisamment ignorée qu'on appelle la violence économique. Lorsque vous empêchez à une femme d'avoir les droits à son autonomie économique, lorsque vous êtes au milieu professionnel, elle a déjà le travail, mais elle est par exemple abusée, notamment en tout ce qui concerne les financements. On a vu des DG femmes être nommées, mais à qui on a arraché les signatures en ce qui concerne ses droits, ses limites de signature sur tout ce qui est financement. Ce genre de violence physique et morale. Vous avez encore une certaine spécificité dans la loi Mouebara, c'est la prise en compte justement des préoccupations des veuves. Vous savez que les veuves dans notre pays subissent par rapport à nos cultures rétrogrades. Voilà, qui pensent tout simplement que la femme doit être complètement soumise en tout et pour tout et n'a pas son mot à dire sur certaines décisions. Donc la veuve, et bien, lorsqu'elle est spoliée de ses biens, quand elle perd son époux, elle est dans certaines cultures automatiquement chassée de la maison. Soit on lui prend les enfants pour ceux qui sont gentils, soit on la chasse et elle et ses enfants. Nous avons beaucoup justement cette culture au niveau, on va dire, du poule par exemple. Mais ce sont des choses que nous sommes en train de créer des conditions sur la sensibilisation et essayer de veiller aux droits de la veuve, voilà, à travers la loi Mouebara. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'il y a une infraction quelque part, on pense que c'est la ministre qui doit débarquer voilà, comme un Rambo, venir attacher. Non, c'est une loi de la République. Lorsque la loi a été promulguée, elle est la loi de la République. C'est notre gouvernement qui a fait cette loi, qui a proposé cette loi, selon la vision du chef de l'État. Vous savez que notre président est dans la masculinité positive et est en train de nous aider à aller pas à pas vers le panthéon de la parité. Madame la ministre, dites-nous, est-ce que la loi Mouebara a déjà frappé des gros poissons? Pour dire simple, est-ce que la loi Mouebara frappe aussi les forts, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, les autorités ou autres acteurs politiques? Personne n'est au-dessus de la loi, vous le savez, personne n'est au-dessus de la loi. Des gros poissons comme des petits poissons, il y a tout dans le lot. Et surtout, lorsque un gros poisson commet la bêtise de rentrer dans nos filets, on profite pour intensifier la vulgarisation. Donc pendant que lui, il a par exemple sa peine, eh bien, ça permet
aux gens de comprendre que même à ce niveau-là, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Souvenez-vous que le président de la République, chef de l'État, devant le Parlement réuni en congrès, avait dit qu'il ne voulait plus de violence. Voyez, pour faire une loi pareille, il faut de l'audace. Nous sommes allés à l'EPU, examen périodique universel des droits de l'homme. La délégation du Congo était composée du ministre de la Justice et la ministre de la Femme que je suis. Et la loi Mouebara, sur près de 96 pays, a été plébiscitée. Et tout ce qu'il se posait comme question, pourquoi l'article 30 de la loi, c'est-à-dire la création des centres de prise en charge holistique, n'a pas encore été construit. Bon, simplement parce que les textes d'application venaient d'être adoptés en Conseil de ministres. Donc, pas à pas, sûrement, je pense qu'on va arriver à construire ce centre. Ce sera un centre qui pourra attirer des touristes qui vont venir voir, à l'instar du One Stop Center du Rwanda, qui vont venir voir comment ça se passe chez nous. Je pense que c'est sur un bon chemin. Madame la ministre, la loi Mouebara est une loi bien accueillie par la gente féminine surtout. Mais comment, à votre niveau, vous faites pour vulgariser cette loi? Eh bien, il y a plusieurs campagnes, telles qu'aujourd'hui nous sommes au mois de mars. Eh bien, demain, la campagne de vulgarisation sur la loi Mouebara va commencer dans le département du Poul. Vous savez que depuis un certain temps, nous faisons de manière alternée la célébration de la Journée internationale de la femme en République du Congo pour ne pas qu'il y ait des injustices. On fait le nord, on fait le sud. Cette année, c'est le Poul, par exemple. Mais pour vulgariser la loi, eh bien, on n'attend pas que la période du mois de mars. Nous le faisons quotidiennement avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous aident aussi dans le cadre de la sensibilisation de ces lois. Il y a plusieurs formations et nous avons des équipes spécifiques sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois tous les 3 mois, eh bien, nous avons une sensibilisation à faire quelque part. Et on fait aussi le choix par rapport à ce qui nous revient. Voilà. Madame la ministre, nous allons toujours abonder dans le même sens. Certains Congolais se posent la question de savoir, cette loi a été dénommée la loi Mouebara. Pourquoi pas la loi Ingani? Eh bien, je pense que les Congolais devraient apprendre à plus s'intéresser au contenu. Le contenu est plus important que le nom. Cette loi Mouebara fait du bien aux femmes et même aux hommes aussi qui sont passionnés par la masculinité positive. Donc, je ne vois pas l'importance de pourquoi Ingani ou depuis. Non, 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 je ne suis pas en quête de succès. Ce qui est important pour moi, c'est de créer les conditions pour remplir justement les missions qui m'ont été données à travers mes attributions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Mouebara, c'est le nom de la maman de notre président de la République, Denis Sassou Nguesso. Maman Mouebara était une femme très joyeuse et très douce. Et c'était une femme exemplaire qui a, de par les moyens, on va dire, de paysanne qu'elle était, a pu faire comprendre à son fils l'importance de l'école. Donc c'est une femme qui a réussi l'éducation de son fils. Regardez là où nous sommes aujourd'hui, son fils est président. Elle a fait son rôle, elle a été enterrée et puis bon, il y a son hommage qui se passe. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous sachiez que c'est le gouvernement qui a décidé de donner le nom de Mouebara en hommage de tout ce que le président fait pour nous, pour la masculinité positive. On a préféré trouver un symbole. Vous savez, chaque fils est faible devant sa mère. Même lorsqu'elle est passée de l'autre côté, l'enfant reste toujours faible. Il y a toujours des pensées par jour pour sa mère. Et donc la meilleure façon pour nous de lui rendre hommage aussi pour ce que lui fait pour notre pays. Je pense que les entrailles de cette maman ont été vraiment bénies. Parce qu'elle a mis au monde un président de la République et le président de la République a mis au monde la première dame du Gabon, ancienne première dame du Gabon. Pour le gouvernement, Mouebara était une femme d'exception. Madame la ministre, nous vous avons vu l'an dernier sur les réseaux sociaux aux côtés de la jeune fille Glory Exaucé.
une jeune fille qui a été victime de violence et de séquestration par son ami, l'a nommée Sydney. Comment avez-vous fait pour accompagner cette jeune fille après les vidéos choquantes que nous avons tous vues sur la toile? Cette situation était un problème d'éducation. D'abord parce que la victime semblait être une fille très douce et piégée par sa copine. Bon, vous savez, une histoire entre filles et qui a mal tourné. Et je pense que notre rôle, justement, c'est de lui expliquer quels sont ses droits et ce qu'elle peut faire. C'est ce que nous avons fait et cette fille avait été réhabilitée dans ses droits. Donc ça veut dire que l'auteur de cette violence avait été condamné, on l'a suivi. Mais ce n'est pas le seul cas de violence faite à la femme par la femme. Comme on dit souvent, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Non, 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 je n'adhère pas du tout à cette philosophie. cette philosophie ou voilà, à ce genre de paroles parce que cela affaiblit justement la gente féminine. L'ennemi de la femme, c'est la femme, mais d'un côté, dû lié à l'éducation. Vous savez, entre les hommes, ils se disputent. Hein. L'ennemi de l'homme aussi, c'est l'homme. Il n'y a pas que les femmes qui se querellent, il y a aussi les hommes qui se querellent, et violemment même. Lesquels font les guerres dans ce monde? Ce sont les femmes ou ce sont les hommes? Le 8 mars est décrété Journée internationale de la femme. Et cette année, ça sera la 114e journée que l'on célébrera à l'honneur de la femme. Sur le plan international, le thème retenu est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Et sur le plan national, le thème retenu est intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes. Et cette journée sera célébrée à Kinkala sur le parrainage de la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Dites-nous, Madame la ministre, pourquoi le choix de Kinkala cette année? Nous célébrons de manière alternée la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement, tout simplement parce que l'action est gouvernementale. Et sur le parrainage de Madame Antoinette Sassou Nguesso, notre très chère première dame. Et ensuite, ça dépend des départements. À chaque département que nous posons, nous avons un comité d'organisation et il y a toujours un parrain. Cette année, dans le pool, le parrain, c'est le président de l'Assemblée, Mvouba Isidore. Donc, on prend souvent les plus hauts cadres de ce département. Donc, le choix dans le pool, pour répondre à votre question, est lié tout simplement à la vision du chef de l'État lorsqu'on veut se rapprocher des résultats. On veut pousser un peu, soutenir le ministère de l'Agriculture et on se dit que non, on va soutenir les femmes qui sont dans l'agriculture parce que le président de la République, depuis plusieurs années, prône l'autosuffisance alimentaire des aliments de base. Et vous savez que 80% des aliments de base sont produits par les femmes et presque 100% sont transformés par les femmes. Et donc au niveau du pool, le pool a battu les records des coopératives féminines. Vous savez que beaucoup de nos marchés, en fait, du centre jusqu'au sud, sont renfloués, on va dire, par les aliments que produisent les femmes du pool. Donc les légumes, les fruits et toutes ces choses-là que nous mangeons tous les jours, ces femmes ne ménagent aucun effort pour avoir le courage de produire et d'aller vendre dans nos marchés. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit que nous pouvons effectivement aider ces femmes-là et à réduire la pénibilité au travail. Vous savez, transporter les tubercules de manioc, ça pèse. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Donc il va falloir mécaniser justement la production et la transformation de nos aliments de base. Donc nous commençons par là. On parle par exemple du manioc. On va avoir des dons de quelques pétrisseuses de manioc, des broyeurs d'arachides, de moulins à foufou, et puis bon, les motos Kawasaki et tout le matériel aratoire qui peut aller avec et qui peut les aider dans les champs. Madame la ministre, nous avons remarqué que pendant la journée du 8 mars ou pendant le mois de la femme, vous distribuez des pagnes ici et là. Est-ce que c'est pour dire que la journée de la femme, sinon le mois de la femme, est symbolisé par le port du pagne? Bien, mais je vais être un peu dure là-dessus parce que
La symbolique, en fait, ce n'est pas cela. Le problème dans notre pays, c'est parfois l'ignorance de quelques personnes qui veulent tout simplement minimiser ou bien dévaloriser la journée internationale de la femme. Nous le disons tous les jours. C'est une journée qui a été décrétée par l'ONU pour que nous puissions faire des bilans de nos acquis. D'ailleurs, c'est en 1977. Que nous puissions faire le bilan de nos acquis, de ce que nous avons eu, de ce que nous n'avons pas pu faire. Vous avez des entrepreneurs qui sont vraiment membres de la masculinité positive. Ils doivent dire combien de femmes ils ont déjà engagées dans leurs entreprises et autres. Prélude à la journée du 8 mars, il y a plein d'activités professionnelles, éducatives, des dons et autres que nous faisons à toutes ces femmes-là. Ça, on ne le dit pas. On va juste jeter le dévolu sur les pagnes parce que cette période-là, il y a quelques femmes qui revendiquent à leurs époux ou à leurs frères de leur acheter le pagne. Et lorsque nous donnons les pagnes gratuitement, ce n'est pas parce que nous avons voulu jeter de l'argent par la fenêtre ou quoi, c'est aussi du social. Vous savez combien de temps une femme qui vend des fruits ou qui vend des légumes, qui vend du coco par exemple, qui vend des assaisonnements, mais combien de temps cette femme-là met pour savoir un pagne de 5 000? Ensuite, le pagne, c'est notre culture, c'est notre tissu culturel, le pagne. C'est notre tissu culturel. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis habillée en pagne. Vous le portez si bien d'ailleurs, Voilà, Madame merci la ministre. beaucoup. Mais c'est notre tissu culturel. Il faut que de temps en temps, nous laissons un peu le côté européen qui nous a été importé et qui pense que la personne qui est bien habillée est forcément la personne qui a porté des vestes et autres. Mais avec le pagne aussi, on peut faire tout ça. Ce n'est pas n'importe quel pagne. C'est un pagne qui parle. C'est un pagne qui communique. Parce que le pagne a des écrits pour encourager et booster la femme. Une pauvre maman qui n'a que peut-être 2 pagnes sur elle et elle fait que changer. Si elle reçoit un pagne de plus, ça fait quoi? Donc je pense que ça ne coûte rien. C'est aussi la journée internationale nous rappelle aussi d'où on vient. On se souvient de l'attention d'une mère. Donc il faudra offrir aussi les pagnes à votre maman. Dis maman merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir toujours été là. Aujourd'hui c'est ta journée. Et mon bilan est positif. Voilà le pagne pour toi. Voilà un peu d'argent pour faire ton pagne. Ce sont des symboles qui sont très forts pour nous, pour notre culture. Et ça ne devrait pas nous déranger. Donner un pagne, ça ne veut pas dire qu'on a rabaissé la journée internationale. Non. Vous avez la journée festive et les journées préludes à cette journée, où on fait vraiment le travail intellectuel. Entre autres, Madame la ministre, nous avons entendu dire que vous avez également eu un rôle à jouer dans la résolution de la crise du poule. Quelle a été votre implication? Il faut déjà savoir qu'en tant que ministre et en tant que femme, nous sommes signataires de la résolution 1325 du système de sécurité des Nations Unies qui demande que la femme s'implique dans le maintien de la paix et la résolution pacifique des conflits. Donc, comme nous sommes allés là-bas, il y avait une crise d'insécurité. Et il fallait que nous jouions pleinement notre rôle en tant que femmes. Tout comme le 1er mars 2015, nous avons fait une grande marche ici, qui restera une marche historique, parce qu'on avait plus de 20 000 femmes dans la rue pour revendiquer la paix. Lorsqu'il y avait une forme de psychose liée au changement de constitution, mais les femmes ont joué un grand rôle. Il n'y a pas que ce qui s'est passé, c'était évidemment sous mon patronage. Les femmes n'ont pas joué que ce rôle-là. Nous avons la première dame qui a fait beaucoup de choses. Vous avez eu le train de la paix de l'époque, hein, qui avait joué un grand rôle de sensibilisation sur le maintien de la paix. Vous avez les Adélaïde Mougani qui ont aussi joué de leur partition au niveau du pool, toujours au niveau du pool. Et donc, lorsque j'ai pris mes attributions, eh bien, nous sommes tombés sur cette crise d'insécurité au niveau du pool et nous avons voulu jouer notre partition. Vous savez, lorsqu'il y a des conflits, les premières personnes qui en souffrent, ce sont les femmes. Elles perdent des enfants, elles perdent des maris. Vous voyez, elles sont violées parfois. Donc nous avons intérêt vraiment à suivre la vision du président de la République qui ne cesse de parler de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Donc il fallait que nous partions nous impliquer et nous demander
avec toutes les femmes du pool qui étaient à Kinkala, et nous avons mis en place un plan qui nous a permis de justement rassurer ces mamans et rassurer les enfants qui étaient allés en forêt, qui s'étaient un peu perdus en forêt. Nous avons besoin de la paix, qu'ils viennent, ce sont nos enfants, on ne va pas l'abandonner. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Après, bon, on s'est retiré et on a laissé les hommes continuer les démarches jusqu'à l'aboutissement, vous voyez. Donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de crépitement d'armes là-bas. Madame la ministre, vous êtes la première femme députée de Mongali élue à 100%, présidente de l'EFC, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, en sigle PCT. Comment faites-vous pour gérer vos différents calendriers? Mais ça va être simple, hein. Je pense que je suis formatée mentalement. Je suis formatée mentalement, préparée pour cela. Et ensuite, je peux dire que je suis un peu robotisée, hein. Je suis robotisée politiquement. J'ai une famille politique. Vous savez, quand vous êtes dans la politique et vous occupez des hautes fonctions, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices parce que vous servez votre pays. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que je suis politiquement robotisée et psychologiquement formée pour occuper justement ces fonctions. Cela ne me dérange pas, c'est une question d'organisation. Vous êtes aussi la première femme à avoir proposé un guide de la politique de l'économie informelle au Congo 2024-2033 pour aider les acteurs de ce domaine. Que visez-vous, Madame la ministre? Mais à réorganiser l'économie informelle conformément aux attributions qui m'ont été confiées par le chef de l'État et ensuite à créer des conditions pour la formalisation, pour que l'économie informelle qui est malheureusement dans notre pays, qui nous échappe, nous avons près de 3 000 milliards l'année qui peuvent nous échapper. Donc il s'agit dans notre intérêt de réorganiser ce secteur selon l'Organisation internationale du travail pour que notre pays puisse en bénéficier. Madame la ministre, après un micro-trottoir, on vous décrit comme cette femme battante, engagée et admirée par plus d'une femme ici au Congo et ailleurs. Nul doute, on le sait, pendant les élections présidentielles, législatives et locales de mars 2022, vous avez pu rassembler un grand nombre de femmes qui ont adhéré à l'EFC et partant du projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Dites-nous, Madame la ministre, quel est le secret qui vous conduit toujours à la réussite et au succès? La détermination, la pugnacité. Je suis quelqu'un de très pugnace. Je suis habituée aux affrontements. C'est pour vous dire que je suis formée pour cela. Et ensuite, j'ai l'art de convaincre et surtout, le grand secret, c'est de ne pas promettre pour promettre, mais lorsque vous promettez, vous réalisez. À ce moment-là, vous gagnez la confiance des gens. C'est peut-être l'art de parler, l'art de s'exprimer. Et bon, que voulez-vous que je dise? C'est peut-être un don de Dieu, mais surtout, je suis formée par un grand parti, le Parti congolais du travail. L'Organisation des femmes du Congo, c'est la branche féminine du Parti congolais du travail. Vous voyez, c'est une des unions catégorielles du Parti congolais du travail qui s'occupe des femmes. C'est l'organisation la plus forte au Congo parce que la plupart des femmes qui occupent des hautes fonctions ici sont membres du Conseil central et c'est l'Organisation des femmes du Congo. Vous avez constaté qu'il y a plus de femmes au Parlement? Eh bien, c'est parce que le Parti congolais du travail fait un grand travail sur le respect justement de la loi électorale et aujourd'hui nous sommes très très fiers parce que nous avons pu atteindre 30,55% au Sénat, vous voyez, et donc les chiffres montent et donc c'est le travail de l'Organisation des femmes du Congo, c'est de défendre les femmes du Parti congolais du travail qui veulent être des candidats, etc. Et nous avons évidemment tout un secrétariat et des différentes attributions pour pouvoir mener à bien nos activités selon notre règlement intérieur, mais selon aussi les statuts du Parti congolais du travail.
chers téléspectateurs, je vous invite à suivre l'une des rubriques de cette émission consacrée aux témoignages et c'est tout de suite. C'est une femme battante, une femme téméraire. Je pense que la définition de détermination dans le dictionnaire n'est pas bonne. Il faudra aller regarder son parcours réellement pour comprendre ce que c'est que la détermination. C'est une dame qui n'a pas peur de relever les défis. Au contraire, je pense que le challenge, c'est son sacerdoce. C'est une dame qui se caractérise par sa grande volonté d'accomplir de grandes choses et qui en elle un feu qui brûle, qui a toujours brûlé, le feu de l'excellence. C'est quelqu'un qui s'applique dans tout ce qu'elle entreprend et qui se donne toujours en fait la motivation d'être la meilleure dans ce qu'elle fait. C'est un modèle, c'est une femme douce, forte, elle est résiliente, elle n'a pas peur de l'échec, c'est quelqu'un de loyal et qu'il ne faut pas que tu changes. Il faut pas que tu changes. Il faut que tu restes celle que les gens connaissent, la petite sœur de ses grands frères, la maman de ses enfants, la sœur, la tante, la mamie, la travailleuse, cette personne engagée que tu es, cette personne pleine de valeurs, toutes les valeurs qu'on partage aujourd'hui, mes frères et moi, ce sont des valeurs qui nous ont été inculquées par toi. Et voilà, c'est toujours un plaisir quand dans une situation, on arrive à les retrouver encore et à voir que maman, c'est vrai, elle est dure, elle est dans un autre monde maintenant, elle a progressé, elle a évolué, mais ça reste notre maman. Ma mère a tendance à réagir au quart de tour, à l'émotion. C'est une personne entière et vraie en fait. Souvent les choses montent très vite au cœur, montent très vite dans la tête et ma mère a des réactions très 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 difficiles. Je pense que voilà, la technique, tu l'as déjà. La passion, tu l'as. Tu es déterminée, impliquée dans tout ce que tu fais à 100%. Toujours à la recherche de la perfection, de la qualité et ça franchement c'est formidable. Donc à ce moment-là, je pense que je n'ai pas de conseils à te donner à ce niveau. De retour sur ce plateau, Madame la ministre, vous venez donc là de suivre ces témoignages. Avez-vous un commentaire? Waouh! Vous savez, c'est ma fille, c'est ma première fille. Et ce que moi je peux dire sur cela, c'est que elle a vraiment visé droit, parce qu'une personne n'est pas faite que de qualité. Je vais plutôt parler plus du côté là où elle essayait de mettre un peu de bémol pour ne pas essayer d'écorcher vos, mais en fait c'est le défaut, c'est un peu la tolérance. Là, c'est l'axe familial. Voilà, je ne suis pas très tolérante sur tout et n'importe quoi. Surtout lorsque la personne est avertie. Si la personne est avertie, je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas le faire. Donc, vous savez, moi, j'ai été orpheline en moyenne, c'est-à-dire j'ai perdu mon père, j'avais 24 ans. Et j'ai perdu ma mère, j'avais 28 ans. Donc, j'ai continué avec les efforts grâce à l'éducation de mes frères. On va dire que j'ai grandi un peu comme un enfant, on va dire, qui n'avait pas toujours au moment opportun l'encadrement nécessaire pour cela. Aujourd'hui, ce qui me rend fière, c'est plus l'éducation de base que j'ai reçue de mes grands frères. Madame la ministre, un conseil à donner aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui vous prennent comme modèle et qui caressent le rêve d'avoir une carrière aussi brillante que la vôtre, on va le dire, hein, parce que vous avez une carrière brillante et pourquoi pas de laisser un héritage comme vous. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est en réalité que le résultat de ce que les autres avaient commencé. La lutte contre les violences, la lutte pour l'égalité et autres, eh bien, ce sont des combats qu'ont menés plusieurs mamans avant nous, les Jeanne Dambendié, les Jeanne Loumeto. Il y a plusieurs personnalités comme ça, féminines,
qui ont mené des combats et qui ont été très fougueuses dans le compte du résultat. Vous voyez? Donc tout ça là, il y a les Madame Gamassa, il y a plein de femmes qui ont mené ce genre de combat. Maintenant, au niveau des réformes, là, la promotion de la femme commence vraiment à poser des réformes. C'est ce qui est important aujourd'hui pour la jeune fille, c'est de lui laisser l'héritage où elle peut s'épanouir, de lui laisser la paix, de lui laisser de créer des conditions pour que le pays qu'elle va hériter soit en paix. Donc ça, c'est ce qui est très important. Ce que je peux dire aux jeunes filles aujourd'hui, c'est d'acquérir, de porter à leurs pieds les chaussures de la détermination. Parce que lorsque vous traversez une mare et qu'il y a des espèces bizarres dedans, il faut avoir le courage de traverser parce que vous savez que de l'autre côté, vous allez avoir des fruits. D'abord la détermination. Ensuite, blinder son moral, avoir un bouclier dans sa tête, se disant que non, je suis protégée. Voilà mes limites. Ne jamais aller dans les territoires qui ne te sont pas invités. Donc, c'est-à-dire que laisser les gens qui veulent vous faire du mal peut-être venir à vous, mais n'allez jamais faire du mal aux autres. Donc les jeunes filles d'aujourd'hui doivent être déterminées. Ce n'est pas par la légèreté, en livrant son corps, qu'on peut parvenir à réaliser un rêve. Sans vous n'avez rien compris dans votre tête, vous n'êtes pas formé, c'est difficile. Même nos mamans à l'époque qui n'ont pas été à l'école, eh bien toutes ces mamans-là étaient blindées moralement et psychologiquement et nous donnaient la sagesse. Donc on n'a pas besoin d'aller longtemps à l'école pour arriver, on va dire, à atteindre ses objectifs. La détermination. J'ai toujours dit par exemple à ma fille, ne trouve pas ça mal de m'envier. Moi, je veux que tu m'envies parce que je veux que tu sois plus que moi dans ton domaine. Je me suis très tôt détachée de ma fille pour la rencontrer que les week-ends. Elle a été formée. Elle a élevé, surveillé ses deux petits frères. Donc ça, c'est quelque chose de très grand. Aujourd'hui, je me suis remariée, donc je vis dans le cadre d'une famille recomposée. Donc j'ai à ma charge aussi les enfants que mon époux a ramenés au foyer. Donc dans cela, cette chance-là, c'est que bon, tous ils sont grands et m'apportent beaucoup de bonheur et d'assurance. Madame la ministre, vous venez de dire que vous êtes remariée. Vous êtes la première femme ministre en fonction à être officiellement mariée. Quel effet cela vous a fait? D'abord, je suis une femme. Et comme on le dit, la femme, tout comme l'homme, lorsqu'elle a trouvé chaussure à ses pieds, et s'assoit. Et lorsque la chaussure est écorchée, on regarde, on va chez le cordonnier. Ça veut dire le dialogue. Et si le dialogue ne passe pas, la chaussure est toujours écorchée, on s'en va. Et je ne suis pas du genre de femme à me faire subir des choses. Je connais mes droits. Et ce qui m'a plu chez mon époux, c'est l'attention, la paix et la tranquillité qu'il procure. Vous savez, quand vous êtes allé vous bagarrer dans la rue, vous avez fait le travail au bureau et partout, on vous engueulait. Quand vous rentrez chez vous, vous aspirez à une quiétude. C'est, je crois que idem pour lui. Donc, ce qui est important aujourd'hui à savoir, c'est que c'est bien. J'aimerais juste faire comprendre que j'ai voulu faire passer aussi un message à toutes les femmes qui occupent des très hautes fonctions. C'est qu'il n'est jamais trop tard. On ne se marie pas que pour faire des enfants. On se marie pour être en bonne compagnie, pour partager une vie, une expérience, pour se sentir protégé, pour se sentir en paix. Parce qu'il y a une partie de nous, en dehors du côté politique, qui fait de nous ce qu'on est. Je suis une femme, femme comme femme, avec toutes mes capacités, mes qualités et mes défauts en tant que femme. Quand vous rentrez à la maison, enlevez la veste de ministre, voilà, et enlevez vos chaussures d'autorité et ensuite redevenir l'épouse, simplement. À présent, place aux loisirs. Madame la ministre, quels sont vos loisirs? Dites-nous, que faites-vous pendant vos moments de liberté, quand vous ne portez pas, bien entendu, votre veste de ministre? Le petit temps libre que j'ai, je m'occupe de mes enfants et puis de mon époux.
Voilà. Et mes loisirs, j'aime beaucoup les voyages, j'aime découvrir. Et puis j'aime beaucoup l'information, les documentaires. Je vais vous dire, souvent mes enfants me le reprochent, ils disent, bon, si elle est rentrée dans la forêt, c'est pas la peine, parce que je regarde beaucoup de documentaires animaliers. Je trouve dans les animaux des réactions, des comportements qui peuvent développer en nous un certain nombre de sens. Donc je suis curieuse de regarder les animaux et les plantes. Ah ben dis donc, il y en a beaucoup. Ça dépend, parce que les musiques, j'aime beaucoup les anciennetés en fait. Même que ça soit pop, rock ou quoi, j'aime beaucoup les anciennetés. Les années 82, c'est un peu ma musique préférée. Mais bon, au Congo, dans notre pays, je ne veux pas frustrer les autres musiciens, vu que moi je suis nationale, mais j'apprécie beaucoup la musique de chez nous et les chanteurs de chez nous. J'apprécie vraiment leur abnégation pour la musique. Des plats congolais, je suis plus dans les bouillons ou des sakasaka, du poisson brisé. J'aime beaucoup les maboké, hein, les maboké, les poissons brisés. Et voilà. Et le poisson fumé. Pratiquez-vous du sport? Oui, beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on a dû remarquer qu'il arrive des moments où je change de poids, je maigris ou je grossis. Cela dépend de la période d'intensité de pratique de sport. Mais déjà, chez moi, je dois au moins affronter tous les jours 2 étages, c'est pas mal non plus. Et ensuite, j'ai une petite salle de sport, on va dire. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous n'avons peut-être pas abordé toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière? Peut-être des remerciements aussi, et ça sera votre mot de fin d'interview. Je remercie ma fille, je remercie tous ceux qui ont intervenu ou qui vont intervenir encore sur ma personnalité. Je pense que ce que ma fille m'a dit m'a beaucoup touchée parce que cela prouve qu'elle me connaît. Et d'ailleurs, elle me ressemble, puisqu'on a les mêmes traits de caractère. Bon, le reste, vous savez, on est des politiques. Lorsqu'on parle de politique, je suis moins sensible parce que je vois tout de suite l'adversité. Vous comprenez? Je vois tout de suite l'adversité. Je suis une personne qui apprend. Un des défauts de ma fille, je retorque. Je retorque. Je ne suis pas une personne qui me laisse faire, surtout quand je connais mes droits et ma qualité. Mais je suis une personne qui aime donner, montrer le résultat du travail que je fais. Et c'est une grande joie lorsque vous arrivez à atteindre un résultat. Voilà, simplement. Et donc, voilà, donc merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Je vous en prie, Madame la Ministre. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, vive la journée internationale de la femme. Vive le 8 mars 2024 en République du Congo. Et à vous-même, je vous souhaite encore les vœux de bonnes et heureuses années. Merci, Madame. Merci. Il est ici question pour la femme congolaise de s'imprégner de la loi Mouébara, une loi qui définit les garde-fous des violences faites aux femmes. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission.